il y a déjà un problème avec le titre, parce que votre mère n'est pas inconnue. C'est sa mère qui était... Enfin, c'est son père, qui est inconnu. Oui. Et alors, il y a un paradoxe dans tout le livre, je trouve, et qui est très touchant, qui fait tout l'intérêt d'ailleurs, c'est qu'au fond, vous parlez des abandonnés, alors que vous avez eu, au contraire, une enfance très équilibrée, très choyée, d'une certaine manière. Oui, très heureuse, dans un climat quand même pas heureux, puisque c'était pendant l'occupation. Bien sûr. Mais à Montauban. Oui, à Montauban, Tarn-et-Garonne, zone libre, bon, et villa au-dessus de la ville, avec la nature, avec la découverte des éléments essentiels de la vie, c'est-à-dire le ciel, le vent, le soleil et l'eau. Mais une richesse inouïe par rapport à, effectivement, ma mère, qui, elle, a été totalement seule. Elle avait un frère, ils étaient tous les deux abandonnés. Qui est mort à la guerre. Qui est mort, effectivement, à la guerre, en héros, à Monte Cassino. Et donc, c'est toujours étrange d'essayer de découvrir comment et pourquoi une femme aussi abandonnée, qui a vécu autant dans la douleur et le malheur, au moins les 20 premières années de sa vie, d'un seul coup, grâce au miracle d'une rencontre avec mon père, qui avait 20 ans plus qu'elle, devient un puits d'amour. Et nous, parce qu'on était 4 garçons, au fond, protégés totalement des douleurs ou des difficultés de l'enfance et même de l'adolescence. Alors justement, Philippe Labro, dans ce livre, Ma mère c'est inconnu, on a l'impression que vous franchissez une strate encore plus profonde, j'allais dire, dans les souvenirs que vous évoquez, parce que vous avez parlé, on connaît votre série américaine, notamment un été dans l'Ouest, l'étudiant américain, etc., l'étudiant étranger et autres. Donc ça, c'était, j'allais dire, l'adolescence, la découverte de l'Amérique, la bourse Elijah, les découvertes de ce continent. Bon. Il y a eu des livres plus intimistes sur la maladie, sur l'épreuve que vous avez traversée, les épreuves que vous avez traversées. Mais là, on a l'impression que vous ouvrez le double fond de la valise, parce qu'en ouvrant ce personnage de votre mère, il y a quand même un abîme qui se révèle là. Ben, il y a un double abîme, le sien et le mien. Et ils se rencontrent, si j'ose dire. Enfin, ce sont les mêmes. Enfin non, ce ne sont pas les mêmes, mais on ne peut pas parler de sa mère sans parler de soi, ok ? De toute façon, on parle de soi, sauf... moi, ce que j'admire chez vous, Ruffin, c'est que vous ne parlez pas de vous vraiment, vous êtes au contraire un conteur qui arrivait à vous détacher de votre propre biographie, alors que moi, je ne sais pas comment ni pourquoi, ça doit être ma limite, je suis dans le livre à chaque fois ou presque. Et là, en l'occurrence, oui, à partir de l'instant où j'ai commencé à essayer de fouiller dans sa vie, dans son passé, je suis revenu à mon propre passé, puisqu'il y a eu des instances, des séquences, j'appelle ça des séquences dans le bouquin, et des moments où je suis moi-même impliqué. Il y a même un moment où ça vous bloque, vous n'arrivez plus. Oui, il y a un moment du livre où... Oui, c'est même un moment clé à mon avis, parce que clé au plan même psychanalytique. C'est-à-dire que c'est le moment où je raconte comment, étant moi-même un peu faible des poumons, ce qui a toujours été un de mes problèmes dans la vie, on m'envoie dans un sana, à Font-Romeu, dans les Pyrénées. Et je dois avoir 7-8 ans, pas plus. Et c'est ma mère qui m'accompagne. Et j'ai un souvenir, quand je me mets à écrire le bouquin, très précis de ce voyage en train, pendant lequel, lorsque le train entrait dans un tunnel, à l'époque il n'y avait pas de lumière, on était presque dans le noir total, je me ruais vers elle pour qu'elle m'embrasse et que je l'embrasse, afin qu'elle ne m'abandonne pas. Elle l'abandonnait, abandonnant son fils, puisque je suis resté quand même 3 mois là-bas, tout seul, à me soigner. Et là, je pense que ça peut être un début de la sensualité du garçon avec la mère, ce qui est assez fréquent, comme chacun sait, et le début d'autre chose qui a fait que c'est le moment, bizarrement, où j'ai bloqué. Vous n'avez pas pu continuer à écrire le livre? Je pouvais pas. Alors, il n'y avait pas que ça. J'étais dans un état assez, difficile au point de vue professionnel, au point de vue... Le doute m'avait envahi, comme il m'a envahi plusieurs fois dans ma vie. Et le doute, comme vous le savez bien, c'est le début de la dépression. La dépréciation de soi est le début de la dépression. Et donc, j'ai arrêté d'écrire, carrément. J'ai mis 1 an avant de me remettre au manuscrit.
Alors ce thème de l'abandon, il est central dans ce livre, mais ce qui est intéressant et inattendu d'une certaine manière pour vous, enfin chez vous, c'est qu'il est central aussi dans votre vie. Alors qu'encore une fois, vous n'êtes pas du tout abandonné, au contraire. Peut-être sauf dans le train, de façon fantasmatique, mais sinon vous êtes quelqu'un qui a été au contraire très entouré. Il faut peut-être dire aussi quand même, s'agissant de vos parents, qu'à Montauban, c'était pas la famille Plan-Plan, c'était l'occupation et c'était ce qui leur vaudra plus tard d'être déclaré juste parmi les nations, c'est-à-dire c'était une famille de résistants qui faisait passer en zone libre des juifs, réfugiés juifs. Donc ça, c'est ce thème de l'abandon, il est au fond, il est né pour vous uniquement quand vous avez commencé à vous intéresser à votre mère. Exactement. C'est-à-dire à partir de l'instant où on a compris, on s'en aperçoit pas quand on est gamin, bien entendu. Moi, je crois qu'on commence à s'intéresser au véritable passé de ses parents lorsqu'on est soi-même un adulte, voire même un parent. On devient les parents de ses parents. Ben oui. Et là, je me suis rendu compte à quel point elle avait pu souffrir et j'ai voulu en savoir plus. Et là, ça devenait compliqué parce qu'elle était comme on dit aujourd'hui, je déteste cette expression, elle était dans le déni. Il n'y a pas besoin d'être dans quelque chose, elle niait. C'est-à-dire qu'elle ne voulait pas dire la vérité. Alors parlons d'elle, Netka, celle qu'on appelait Netka. Netka. Donc fille d'une femme qui est parfaitement identifiée, qui d'ailleurs se retrouvera pas loin d'elle sans le savoir. Donc plus tard, mais avec un père inconnu, mais que vous avez réussi à retrouver quand même. Oui, je l'ai tracé, comme on dit, en termes... Alors c'était qui ? Eh bien, c'était un comte polonais qui s'appelait Henryk de Schlieffen. D'ailleurs, ma mère a été appelée Henriette, son frère Henri. Ensuite, Henriette, ils l'ont prénommé Netka, qui est très polonais. Et cet homme possédait des terres immenses en Biélorussie. Il faisait partie de ces magnats, à l'époque, avant la révolution bolchevique, qui supervisaient, presque comme autrefois au Moyen-Âge, il y avait des serfs, sauf que c'était pas du tout douloureux, c'était au contraire, ça s'appelle, il y a un terme très précis dont j'ai plus la prononciation exacte, et l'intifada. Latifondia, oui. Latifondia, c'est-à-dire que c'est comme des métayers, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, dont la plupart étaient juifs, parce qu'en Pologne, c'était ça. Et dont il était donc le patron, si j'ose dire. Donc très riche, jeune, il rencontre. Alors comment cette Marie-Hélène, cette petite Française qui n'a rien à faire là finalement, va se retrouver Mais je ne sais pas. C'est là où est le mystère. Comme vous dites très bien, Jean-Christophe, c'est très très clair que le vrai sujet, le vrai mystère, c'est pas ma mère, j'ai à peu près tout reconstruit, c'est le couple dont elle est issue. Comment une femme, Marie-Élise, venue du Doubs, d'un petit village du Doubs, devenue institutrice, elle-même fille d'une mère, le père qui ne l'est jamais reconnu. Il y a ce qu'on appelle une filière, une filiation. Comment cette femme rencontre ce richissime comte polonais? Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne sais pas où. Ça, c'est le roman. Et elle accouche à Dresde. Oui. Et pourquoi? Elle accouche une fois à Villepinte, le premier, mais on ne sait pas. Et moi, je ne sais pas ces choses-là. Et personne ne va me l'expliquer. Moi, Dresde, je n'ai que la fiche d'état civil. Simplement, sans doute, c'était pas tellement loin de la Biélorussie ou de la Suisse, où tous ces gens-là se retrouvaient, puisque ils ont littéralement fourgué, comme on dit familièrement, ma mère et son frère dans une pension à Genève. Donc, allez savoir si Genève, la Suisse, est une espèce de plaque tournante d'une partie de l'Europe. Ça s'est pas passé à Dresde à cause de cela. Toujours est-il que elle rencontre Henryk. Il y a visiblement un amour très fort, parce que si c'était simplement, une liaison comme ça au passage, ils n'auraient pas fait 2 enfants. Parce qu'ils font 2 enfants en l'espace d'1 an et demi, 2 ans. Donc c'était une double vie. Double vie, totale. Et à l'époque, comme chacun sait, même encore aujourd'hui, il y a du non-dit. On ne sait pas. Et dans la famille polonaise, ça se savait plus ou moins, puisqu'il avait lui-même... Il parlait de la Suissesse. Oui, il parlait de la Suissesse. Et il avait lui-même 5 filles et une femme, bien sûr. Et donc il vivait une double vie avec cette liaison, avec cette jeune Française inconnue, dont je n'ai même pas vu une seule fois le visage. J'ai pas une photo d'elle. J'ai récupéré une photo de mon grand-père, que j'ai pas connu. Mais elle, je ne sais pas. Donc alors, ils font ces 2 enfants, mais en même temps, une fois qu'ils les ont faits, ils savent plus quoi en faire, si j'ose dire.
Et donc, il les bazarde. J'appelle ça des enfants valises. Qui alors ne sont pas reconnus, mais ils sont quand même soutenus. C'est-à-dire qu'il va y avoir... elle ne vit pas dans la misère, elle est pas... Non. Elle est abandonnée... elle est abandonnée symboliquement et socialement. Mais elle est abandonnée affectivement. Elle ne connaît pas ce qui me semble indispensable dans la vie, enfin pour moi en tout cas, ce qu'on appelle la tendresse. Elle ne sait pas ce que c'est. Elle ne sait pas ce que c'est que le geste de tendresse. Moi, ce qui m'a beaucoup fasciné dans ce livre, c'est, si je peux me livrer une petite confidence, moi, je suis plutôt du côté des abandonnés. C'est-à-dire que mes parents, moi, j'ai découvert mon père très tard dans la vie, à 18 ans, j'avais jamais vu de photo de lui non plus, etc. Donc, je suis tout à fait du côté des abandonnés. Et ce qui est très intéressant, c'est que, au fond, on s'en accommode d'être abandonné. D'ailleurs, vous dites à un moment donné, page 168, vous dites les abandonnés, ceux qui n'ont pas été reconnus, s'en sortent comme ils peuvent. Certains, précisément parce qu'ils n'ont pas reçu un nom, veulent s'en fabriquer un qui ne sera dû qu'à leur talent, leur opiniâtreté, leur féroce volonté de devenir quelqu'un. Et ça a été votre cas ? C'est-à-dire que ce qui me touche, oui, je pense que les écrivains, d'ailleurs vous le mentionnez, vous dites qu'on trouve beaucoup ces profils dans le monde de la création. Dans le monde de la création, voilà. Ouais. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui, au fond, vous conduit ceux qui sont dans cette situation à passer à la fiction, parce que précisément ils sont obligés de combler ce manque de choses qui ne leur sont pas données. Mais en tout cas, Philippe Labro, ce que je voulais dire, c'est que pour quelqu'un qui est un peu de ce côté-là, c'est toujours intéressant de voir comment un écrivain comme vous, qui n'a pas vécu cette enfance-là, examine avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de passion, beaucoup de tendresse, d'une certaine manière, la vie de ces abandonnés. Parce qu'au fond, vous reconstituez la vie de votre mère en reconstituant ses souffrances d'enfant qui n'a pas de repères. Alors, il y a aussi l'approche du romancier, c'est-à-dire qu'il y a tous les moments qu'elle a vécus jusqu'au jour où moi je commence à la comprendre et à la connaître, c'est-à-dire 6-7 ans, et encore, tous ces moments-là, je les imagine, je les reconstitue. Donc c'est le romancier, c'est l'homme curieux, le journaliste, l'enquêteur, l'investigateur, le curieux. Moi j'étais toujours mu par la curiosité, c'est curiosité des autres, curiosité des lieux, et la curiosité de comment cette femme a traversé ces longues années de semi-solitude, même si moi je ne les ai jamais vécues. C'est pas grave, au contraire, ça me permet de m'inspirer de cela et d'inventer des moments très précis. Quand elle a 14 ans et qu'elle est humiliée dans une classe... Oui, alors justement, Philippe Labro, quand vous racontez ça, et on l'a vu cette scène, c'est-à-dire que le professeur lit, qui est pervers et méchant, lit un bulletin et dit « Père inconnu ». Ça, c'est de la fiction ou Pas du tout. C'est une ligne d'un témoignage d'une dame très âgée, mais qui a été l'adjointe de la marraine qui s'était occupée de ma mère, et qui donc a su, par marraine, tout ça c'est des recoupements, moi j'ai bossé, j'ai pris des notes, j'ai travaillé. Oui, c'est sûr. Qu'un jour, ma mère, vers l'âge de 14-15 ans, avait été humiliée en public dans la classe devant toutes ses copines, où on l'avait traitée pratiquement de bâtarde. Bon, mais c'est la seule ligne que j'ai. À partir de cette ligne, sinon mon bonheur, mon plaisir, ou mon devoir, ou mon envie, ma pulsion, c'est de reconstituer la séquence. Et là, le romancier arrive. Vous savez, comme moi, la plus belle définition, une des plus belles définitions du roman, c'est Aragon qui dit c'est l'art de brouiller les cartes. Donc je brouille les cartes du réel, de ce qu'on m'a raconté, une ligne objective d'une vie, pour inventer cette séquence et cette scène. Et je l'ai fait 2-3 fois, sur des moments où j'étais pas là.